Ok, on peut y aller. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette soirée d'information sur le coronavirus. Alors, on a le plaisir d'accueillir ce soir 3 spécialistes dans différents domaines de compétences. Donc, pour la question plus politique, avec entre autres les référendums, on accueille Werner Boxler. Merci. Bonsoir Werner. Bonsoir Laurence. Alors Werner, après un parcours professionnel dans le social, il est actuellement coach de vie et animateur de Cercle pour Hommes. Il est originaire de Saint-Gall, il vit en Suisse romande depuis plus de 30 ans, donc parfaitement bilingue. Et puis, donc au début de cette mise en quarantaine de la démocratie, comme tu le dis toi-même, tu as tout de suite senti qu'il y avait d'autres enjeux que ceux de la santé publique. Et puis tu as donc organisé un regroupement sur la plaine du Grutli pour comment tu dirais ça? Célébrer. Pour célébrer la souveraineté, entre autres. Ouais. Donc ensuite tu es devenu coprésident de l'association des Amis de la Constitution. L'association est à l'origine donc du lancement de la loi Covid-19, du référendum contre la loi Covid-19, dont tu vas justement nous parler. Donc on t'écoute. Alors merci Laurence pour cette introduction et cet accueil. Bonsoir à tous. Donc comme vous avez tous vécu, depuis la mi-mars, nous avons vécu une situation d'urgence. Le Conseil fédéral à ce moment-là a jugé bon que c'était nécessaire de déclarer l'état d'urgence pour la Suisse. Et puis à partir de là, il a pris certaines mesures. Donc ces mesures ont changé au fil du temps. Il passait d'abord par un semi-confinement, il passait aussi par l'invitation au traçage, il passait par les masques. D'abord, les masques ne servaient à rien. Par la suite, c'était mieux d'en porter. Pour dire à la fin, c'est devenu obligatoire. Et puis maintenant, aux chambres fédérales, c'est même devenu quelque chose où il fallait poser des amendes d'ordre. Donc juste pour dire, il y a une évolution à travers les mois. Il y a aussi eu des fermetures de certains magasins. Et puis une interdiction des rassemblements avec des nombres divers et variés. Des fois, on pouvait aller à 50, des fois c'était 15 et 5. Et puis selon la période, c'était plus ou moins, ou selon le canton, c'était encore différent. Et puis donc voilà, ça fait que nous vivons des périodes qui sont des fois un petit peu difficiles à savoir où est le nord et puis comment se comporter de manière qui puisse aider au mieux la situation. Il y a aussi eu les tests PCR qui ont été introduits dans cette période. Des tests PCR, c'est Dr Björn Rinkenbach qui va parler par la suite davantage. Nous avons aussi une laborantine qui pourra répondre à ces questions-là. Il y a donc eu passablement de mesures aussi au niveau des EMS, des personnes qui n'avaient plus le droit, des personnes âgées qui n'avaient plus le droit de visite. Et puis, on peut dire, voilà, il y avait aussi des cérémonies de défunts où ils pouvaient seulement avoir un nombre restreint de personnes. Alors, ceci dit, le Conseil fédéral, déjà au mois d'avril, il avait annoncé qu'il souhaitait prolonger l'état d'urgence pour faire une loi urgente. Et puis, donc, effectivement, il a mis ça en œuvre, il a soumis ça aux chambres fédérales lors de sa session de septembre. Et puis, le 25 septembre, les chambres fédérales ont voté, ont donné le feu vert, après quelques modifications et aménagements de la loi. Ils ont dit oui. Alors, donc, nous voulons cette loi. Il y a eu une trentaine, 36 personnes au Conseil national qui étaient contre, mais tout le reste était pour. Et donc, ça veut dire c'était le début de lancement d'un référendum des Amis de la Constitution, qui, comme disait Laurence avant, ont déjà eu un certain parcours depuis le mois de mai. On s'est constitué le 23 juillet en tant qu'association. Et puis, depuis, on ne cesse de grandir. En fait, l'association, aujourd'hui, approche les 2000 membres et puis donc ça nous donne un certain poids
D'une part aussi, comme comité référendaire, on a du soutien. Nous pouvons compter sur ces 2000 personnes et puis sans oublier 30 000 personnes qui avaient promis de signer. Alors à ce sujet-là, je veux tout de suite dire que pour signer, il faut le faire physiquement sur une feuille papier et puis donc c'est strictement nécessaire de l'imprimer et puis de le remplir manuellement. Donc voilà, et c'est aussi par commune. Il faut donc prendre une feuille par commune. À noter que les villes, par exemple Lausanne, c'est 1000 Lausanne, on peut tous faire signer sur une seule feuille. Maintenant, pourquoi nous combattons la loi Covid-19? Pourtant, il y en a à peu près 80% d'articles qui soutiennent les indépendants, qui soutiennent largement les chômeurs, qui permettent de subvenir aux besoins d'une grande partie de la population. Alors voilà, nous ne sommes pas contre les 80%, mais nous sommes contre le fait qu'il fallait faire une loi urgente pour des choses que le Parlement aurait pu régler par des lois ordinaires. Alors ça veut dire, il aurait pu tout à fait voter ceci, mais par contre, ceux qui nous motivent à lancer le référendum depuis le 6 octobre, c'est d'une part que nous ne voulons pas que l'état d'urgence soit prolongé au-delà d'une certaine période. En fait, nous ne voulions pas du tout qu'il y ait une loi urgente. S'il y a une loi urgente, nous ne voulons pas qu'elle soit prolongée tacitement d'année en année, comme ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, peut-être personne ne s'en souvient, mais en regardant dans l'histoire, de 1945 à 1952, il fallait 7 initiatives et 7 années pour rétablir la démocratie directe. Alors voilà, c'est une de nos missions, les Amis de la Constitution, de surveiller, de sauvegarder, de rétablir la démocratie directe. C'est tout en haut et nous sommes foncièrement nous sommes pour la liberté du citoyen, nous sommes pour le débat, nous sommes pour les rassemblements, nous sommes pour les échanges et puis nous sommes aussi pour la liberté d'expression. Et ceci dit, actuellement, tout ça, ça pâtit. Et puis, il y a comme une sorte d'ambiance anxiogène qui s'est installée en Suisse depuis justement la mi-mars. Et puis, nous voyons aussi combien c'est difficile d'approcher les personnes dans la rue pour récolter les signatures. Et puis aussi, tout simplement, d'avoir des débats dignes de ce nom. Donc, la démocratie directe a mal, souffre. Et puis, nous avons besoin de rétablir ce débat cher à notre démocratie directe. Voilà. Après, il y a aussi le fait que cette loi Covid-19 permet en fait au Conseil fédéral d'actionner la loi sur les épidémies. Et puis pour cela, Olivier, tu peux mettre la première feuille. Voilà. Donc, ça donne au Conseil fédéral le pouvoir, la compétence de mettre en vigueur la loi sur les épidémies, et notamment dans la loi sur les épidémies, et là tu peux mettre la deuxième feuille, c'est donc, il peut ordonner une série de choses, et ce qui nous préoccupe aujourd'hui surtout, c'est qu'il peut rendre obligatoire la vaccination pour des populations à risque. Alors donc, la loi Covid-19, ça actionne la loi sur les épidémies. Et ça veut dire, effectivement, ça donne la possibilité au Conseil fédéral de rendre, par exemple, obligatoire le vaccin. Et ça, c'est donc la feuille 2, avec la loi, un extrait sur la loi. Et puis, le Conseil fédéral peut donc exprimer l'obligation de vaccination pour des groupes à risque. Et puis dans ces groupes à risque, on ne sait pas exactement qui fait partie, mais on peut imaginer que c'est les personnes en IMS, on peut imaginer les patients dans les hôpitaux, on peut imaginer les infirmières, on peut imaginer les institutions et puis tout le personnel qui gravite autour d'eux.
Alors, évidemment, on ne le sait pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas formulé dans la loi sur les épidémies, mais tout laisse à présager qu'on ne va pas s'en priver de déclarer certains groupes et les employés avec. Il y a également le danger, par exemple pour l'école, que ça pourrait devenir aussi une obligation à ce niveau-là. Et puis les personnes âgées. Pourquoi pas dire, par exemple, comme on l'a déjà dit pendant le semi-confinement, à partir de 65 ans, on est obligatoirement un groupe à risque. Et puis c'est ça qui fait évidemment, qui pose problème, et aussi problème de discrimination. Parce que pourquoi l'un serait plus à risque que l'autre? Et puis c'est vrai que dans tout ce débat-là, il y en a peu d'échanges autour de l'immunité et comment on fait en sorte que la santé de la population soit maintenue et augmentée. On ne parle que de médicaments, on ne parle que de vaccins. Et puis justement, quand on vient au vaccin, voilà une des raisons pourquoi le comité référendaire des Amis de la Constitution s'est constitué, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un vaccin d'une nouvelle génération, et puis c'est des vaccins génétiques qui agissent sur l'ADN de l'être humain, et puis nous ne connaissons pas aujourd'hui les conséquences. Maintenant, je ne suis pas médecin, je laisserai la parole à Björn Riggenbach par la suite, mais par contre, de dire au bout de quelques mois de tests que ce vaccin-là est sûr à 90% est tout simplement quelque chose qui n'a jamais eu de précédent dans l'histoire de la médecine. Jusqu'à présent, on a fait des tests entre 5 à 10 ans pour un nouveau vaccin. On l'a fait approuver, on l'a testé malheureusement sur des animaux. Et justement là, il y a une autre image avec 2 animaux que j'aimerais vous proposer. Et puis, c'est les rats de laboratoire qui font la fête. Parce que cette fois-ci, ils échappent. Ils échappent au test. Et puis, qui va les remplacer? C'est les êtres humains. Et puis, c'est exactement que nous craignons et nous dénonçons que ce vaccin n'est pas suffisamment testé. Et malgré tout, le Conseil fédéral, il peut l'approuver. Et puis, quand on regarde la presse actuellement, et aussi un article de l'OFSP de Virginie Masseret, qui est sorti hier dans le matin dimanche, voilà, elle déclare que la Suisse, elle est prête à vacciner dès le mois de janvier 2021. Et puis, ils veulent vacciner à raison de 70 000 vaccins par jour en Suisse. Et puis, quand j'entends ça, je me dis, mais sur quoi on se pose? Qu'est-ce qu'est le fondement? Et puis là, voilà, nous avons toutes nos raisons pour le référendum Covid-19. Voilà, après, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, parce qu'il y a encore une autre loi, et cette fois-ci, c'est la MPT, c'est la loi antiterroriste, qui a été aussi votée le 25 septembre par les chambres, et puis c'est une loi qui est vraiment préoccupante. Déjà, d'une part, les Nations Unies ont fait des rapports, déjà au mois de mai, pour mettre en garde les politiciens, le Parlement, et puis aussi le Conseil fédéral, de la portée de cette loi. Et puis donc ils ont envoyé justement une feuille que je vous propose aussi, donc on peut la mettre à disposition. Et puis dans cette feuille-là, ils disent clairement que les droits, strictement les droits de l'homme ne sont pas respectés. D'une part, il y a la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. La nouvelle loi prévoit la possibilité d'appliquer une assignation à résidence. Il s'agit de la seule mesure qui doit être ordonnée par un tribunal. Elle peut tout de même être appliquée sans qu'il ait effectivement un crime et ne nécessite pas d'éléments de preuve tels que le lieu ou la date du supposé crime. Donc, sur simple présomption, des personnes, des citoyens, des habitants de la Suisse peuvent être assignés à résidence jusqu'à 9 mois. Et puis ceci est donc une violation grave des droits de l'homme, et à cela se rajoute encore la violation de la Convention relative aux droits de l'enfant
qui fait que même cette nouvelle loi antiterroriste, peut être appliquée aux enfants dès l'âge de 12 ans, respectivement 15 ans, pour l'assignation à résidence. Alors, des procédures inéquitables et absence de contrôle judiciaire nous guettent avec cette loi. Et les mesures prévues pour la nouvelle loi ne sont pas ordonnées par un tribunal, mais par l'Office fédéral de la police, FIDPOL, sur la base de simples soupçons, aucune preuve requise. Il manque un organe judiciaire de contrôle. Il s'agit d'une atteinte à la séparation des pouvoirs. De plus, ces mesures violent clairement les droits fondamentaux et les droits de l'homme. Une cinquantaine de professeurs de droit suisse ont communiqué leurs inquiétudes au Conseil fédéral, et ceci bien avant que la loi ait été votée. Donc qu'est-ce qui se passe qu'un pays qui veut être démocratique, qui se réclame d'être un État de droit, puisse voter une telle loi qui prend des dispositions qui autrement sont dignes d'un système dictatorial. Et puis c'est vrai que maintenant les amis de la Constitution ont pris la mesure de cette loi, une loi qui est combattue par les jeunes, par les Verts libéraux, par les jeunes socialistes, etc., etc. Il y a plusieurs comités là derrière. Mais nous voyons que les amis de la Constitution ont aussi besoin de se manifester, de devenir actifs, car là, il n'y a pas assez de signatures encore réunies, et nous avons vraiment besoin de nous mobiliser, parce qu'il ne nous reste qu'un mois pour la récolte de ces 50 000 signatures pour cette autre loi, pour cette loi MPT, et qui est une horreur. Je ne peux pas le dire autrement, c'est grave, il y a une atteinte à la liberté fondamentale. Ce que je n'ai pas encore dit, mais je le rajoute maintenant, effectivement, il y a la possibilité aussi, sur simple soupçon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le système, n'est pas d'accord avec ce qui se passe au gouvernement, vis-à-vis des autorités cantonales, et j'en passe, il peut être soupçonné par cette nouvelle loi et il peut être enfermé. Ça veut dire, si une personne dérange, on aura trouvé un moyen super pour pouvoir le faire taire et puis pouvoir contrôler tous ses mouvements comme un prisonnier. Alors donc voilà, je vous recommande de signer cette loi antiterroriste ces prochains 10 jours, ces prochaines 2 semaines, parce que là, ça va se jouer. Et puis donc c'est extrêmement important qu'on se mobilise. Et puis donc, j'ai déjà entendu dire avant qu'il y a effectivement une question concernant combien de signatures avons-nous récolté pour la loi Covid-19. Et là, je peux vous dire qu'on est en train de finaliser la dernière dizaine de mille. Ça veut dire on se rapproche de 50 000 signatures. Et puis donc, avec les signatures qui vont encore se récolter, je dirais presque automatiquement, qui sont encore dans le tiroir et sur le bureau des uns et des autres, nous allons arriver à suffisamment de signatures. C'est clair, continuons à en récolter, mais en fait, je vous invite vraiment maintenant de faire la récolte de la signature pour la loi antiterroriste. Parce que là, il se joue une chose très très importante. Cette loi n'est pas urgente, donc dès le moment où on aura les 50 000 signatures réunies, cette loi doit être soumise à votation et ça va prendre un certain temps. Nous aurons de nouveau le débat. Bien sûr, on aura les débats pour les 2 lois, mais surtout la loi antiterroriste a des bonnes chances de ne pas être acceptée par le peuple suisse, contrairement à la loi Covid-19 où effectivement ça va être plus dur. N'empêche, pour les 2 mouvements que nous avons, c'est qu'un début. Les amis de la Constitution se mobilisent bien au-delà des référendums, car nous ne sommes pas nés pour dire non, nous sommes là pour dire oui à la démocratie, à l'autodétermination, et ce n'est pas pour rien que nous avons renouvelé le serment des 3 Suisses de 1291, même si ça peut peut-être sembler un petit peu ringard. Je peux vous dire, ceux qui étaient là ont vraiment été nourris par cet événement. Et puis, encore une chose que je veux rajouter, les amis de la Constitution sont présents sur l'échiquier total. Nous ne sommes pas liés à un parti, nous sommes
pas non plus confessionnelle. Ça veut dire nous pouvons actuellement de toute façon nous lier à des mouvements aussi bien du climat que de la solidarité, que voilà, les valeurs fondamentales. Nous sommes partout et puis nous vous proposons de vous accueillir si le cœur vous en dit chez les Amis de la Constitution. Donc il suffit d'aller sur lesamisdelaconstitution.ch et puis je vous dis déjà bonne récolte et bon cheminement en tant que citoyen et citoyenne de ce beau pays auquel je crois encore. Voilà, donc merci pour votre écoute et puis je vous laisse maintenant poser vos questions. Au revoir. Alors, par rapport aux questions qui sont survenues, donc il y avait la question auquel tu as répondu, où en est le référendum contre la loi Covid-19 par rapport au nombre de signatures. Une demande plus précise par rapport au nombre de signatures du référendum contre la loi antiterroriste. Est-ce que tu as une idée à peu près où c'en est? Alors, c'est pas tout à fait clair pour moi non plus. Nous étions dernièrement à 12 000, je pense qu'entre deux... Tout ce que je peux dire en fait, que les Amis de la Constitution récoltaient actuellement 3 000 signatures pour cette loi antiterroriste. Mais c'est vrai que, voyant le potentiel que nous avons, et puis les 30 000 personnes qui ont quand même, plus que 30 000 personnes qui ont signé, presque 50 000, si on peut les mobiliser à nouveau, nous pouvons avoir augmenté ce chiffre de beaucoup, rapidement. Parce que le délai est au 14 janvier comme le référendum par rapport à la loi Covid. Exactement, oui. Donc okay. Le délai c'est le même, comme les deux lois ont été votées le 25 septembre, sans rentrer en vigueur pour la loi Covid-19 le 6 octobre. Donc effectivement ça court jusqu'au 14 janvier pour les deux lois, même si la deuxième loi n'est pas rentrée en vigueur. Après, il y a une question. Le gouvernement ne prend-il pas quelques raccourcis dans l'approbation d'un tel vaccin en manquant d'une manière flagrante à son devoir de protection de la population? Alors voilà, ça c'est une question pour le médecin, je dirais. Mais est-ce qu'il y avait aussi justement dans les arguments de la loi Covid-19 qu'il y avait une procédure accélérée justement par rapport à la mise sur le marché du vaccin? Oui, alors c'est tout à fait un des arguments phares de notre campagne, c'est de dire qu'on ne peut pas approuver un médicament pas suffisamment testé, dont fait partie le vaccin, et surtout quand il s'agit d'une nouvelle génération de vaccins qui interagit sur le génome humain. Et puis c'est vrai que nous aimerions d'abord savoir quels sont les composants du vaccin, d'une part. Nous aimerions aussi savoir qu'est-ce que sont les effets secondaires du vaccin. Après, nous aimerions aussi savoir qui porte la responsabilité pour les effets secondaires. Et si mes informations sont bonnes, et puis là aussi je m'adresse à l'avocat qui est aussi là aujourd'hui, qui portera les conséquences? Même Bill Gates qui veut, pour ne pas le nommer, qui veut vacciner 7 milliards de la population sur Terre, il parle quand même de 700 000 personnes qui auront des séquelles. Alors donc déjà cette question-là, elle n'est pas farfelue, elle est donc bien posée. Nous pensons même que les dégâts pourraient se porter pas seulement à la personne elle-même qui se fera vacciner, mais aux générations futures. J'entends en Suisse, il y a un consensus qu'on ne veut pas manger des aliments génétiquement modifiés. Et là, quand il s'agit d'être génétiquement modifié dans son propre corps, dans son intégrité physique, la question se pose effectivement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on est vraiment d'accord de se porter cobaye, cobaye pour ça? Donc oui, en tant que coprésident des Amis de la Constitution, je dis clairement, c'est irresponsable. Et puis, ce n'est pas possible que les fabricants de ces vaccins se déchargent. Ils ont tous demandé, ils ont tous déclaré qu'ils ne porteraient pas
les dégâts liés à leurs produits. Alors, qui va le porter? C'est une bonne question et puis pour moi, elle reste ouverte. Après, il y a une autre question intéressante qui concerne directement le référendum. Donc, si le référendum aboutit, qu'est-ce qui peut changer, améliorer concrètement? Est-ce que le Conseil fédéral ne dispose pas des outils dont il a besoin pour continuer à gouverner tel qu'il le fait? Est-ce que le référendum peut vraiment changer ça? Alors, ça dépend maintenant de quel référendum on parle. Je pense le référendum, la loi d'urgence Covid-19. Tout à fait. Alors, je dirais qu'effectivement, nous ne pouvons certainement pas changer grand-chose avec le référendum, si ce n'est que, et là, il y a quand même quelques points, que le débat revienne dans ce pays-là, qu'il y ait aussi les médias qui vont se remettre à parler par la force des choses, que nous pouvons affirmer que les amis de la Constitution et tous les partenaires, et des partenaires en Suisse, il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup d'organismes, des groupements, des associations qui se créent et qui réseautent. Nous pouvons donc stabiliser une base démocratique depuis la base, tout simplement par le processus qui mène d'une part à l'aboutissement du référendum et d'autre part au lancement de la campagne de votation et puis tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire ce processus est digne de pays démocratique. Et sans référendum, nous ne l'aurions pas. Est-ce que ça répond? Oui, je pense que ça répond. Alors, dans les questions directement en lien avec les référendums, je crois que on a fait le tour. Il y a énormément de questions par rapport au vaccin. Alors, je laisse ma place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Alors, on accueille aussi ce soir le médecin Björn Riggenbach. J'espère que je prononce bien. Parfait. Donc, médecin généraliste depuis 35 ans à Neuchâtel, en cabinet depuis 29 ans. Grand-papa aussi depuis le mois de septembre de cette année. Bienvenue. Alors, donc, qui va nous parler de l'aspect plus médical, santé lié au Covid-19. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation, chère Laurence. Bonsoir, cher public. Je vais donc plutôt parler de l'aspect médical de cette crise que nous allons traverser, qui en fait n'est pas forcément une crise médicale, mais qui utilise la médecine en tout cas comme véhicule pour mettre en scène la crise. Est-ce que c'est un état d'urgence ? Est-ce que c'est une grippe très dangereuse qui est en train de se dérouler? Est-ce que nous avons affaire à un virus killer et puis à une pandémie? Toutes ces questions sont des questions qui, dans le cabinet médical, ne sautent pas du tout à l'œil. Et puis, j'ai beaucoup de collègues qui vivent cette crise comme un état grippal, peut-être particulier, mais depuis les 35 ans que je pratique la médecine, ce n'est pas ma première crise grippale hivernale ou bien aussi durant l'année. On a même des grippes d'été. Et puis, fait partie de cette expérience qu'en 2018, il y avait par exemple une grippe qui était bien plus grave que celle qu'on vit aujourd'hui. 2015 également. Ce qui est évident, c'est qu'il manque dans pratiquement tous les propos qui sont véhiculés la proportionnalité et puis la comparaison avec d'autres époques similaires. On oublie facilement la grippe aviaire, en gros oublie la grippe porcine, mais il faut mettre les choses en relation en médecine. Seulement dans la proportionnalité, on trouve le bon équilibre et aussi ce qui est relevant pour la pratique et puis pour le diagnostic proprement parlé. L'OMS a dit en octobre de cette année, l'Organisation mondiale de santé donc, que la grippe liée au coronavirus n'était pas particulièrement grave.
une petite blague pour vous faire sourire aussi, parce que la peur qui est omniprésente, elle nous enlève un petit peu la respiration. Le coronavirus a été rencontré par le virus de l'influenza, et puis influenza a demandé au coronavirus: mais comment fais-tu pour être si connue alors que moi je suis beaucoup plus dangereuse que toi, j'ai beaucoup plus de morts que toi, et puis quand même tu es beaucoup plus connue. Puis le coronavirus, il a dit: tu sais, mon marketing, il est bien meilleur. La proportionnalité, elle concerne aussi par exemple les décédés de l'alcoolisme, du tabac cardiovasculaire. Et puis la proportionnalité, elle concerne les paradoxes que nous rencontrons partout, les indications toujours changeantes, toujours et très souvent contradictoires. Et puis, on peut dire les cas graves que tout le monde connaît, que tout le monde a peut-être, dont tout le monde a entendu parler. Un cas grave ne fait pas encore une pandémie. Et ça, c'est aussi une question de proportionnalité. En fait, quelle est la définition d'une pandémie? Les statistiques jouent un rôle énorme dans tout ça. Et puis, on voit que le côté statistique, il est souvent problématique parce qu'il montre un aspect très partiel seulement de ce que nous observons. Il y a des statistiques qui sont incomplètes et puis avec lesquelles on fait de la politique. Les journaux, souvent, les médias, les mainstream les prennent et puis les publient, mais il manque une partie. Et puis là aussi, une petite blague statistique. Vous savez peut-être qu'un statisticien, il a dit: si je meurs du coronavirus, j'aimerais bien être enterré à Jérusalem. La probabilité y est la plus forte d'y ressusciter. Qu'est-ce qui se passe avec le diagnostic de ce coronavirus? Jusqu'en 2019, pour diagnostiquer une grippe, on se référait aux symptômes. Depuis 2020, et puis c'est tout nouveau dans ma carrière de médecin, on se réfère en fait à un test qu'on fait pour diagnostiquer une grippe. C'est du jamais vu. Parce qu'en tant que médecin, on est tout à fait capable de diagnostiquer une grippe avec les symptômes, les patients symptomatiques. Et puis, nous savons bien savoir, est-ce que ce patient il est dangereux, pour qui il est dangereux, est-ce qu'il court un danger. Et puis, non, en 2020, c'est maintenant un test qui devrait nous donner comme indication si la maladie elle est grave ou pas, si elle est présente ou absente, etc. Cette nouvelle méthode, c'est un petit peu comme jusqu'à maintenant, quand vous avez pris votre vélo pour traverser la foule, vous avez enclenché la sonnette. Cette année-là, il suffit de tousser. Et puis vous passez. On change de méthode alors. Et puis qu'est-ce qu'on choisit comme méthode? On choisit un test PCR. Ce test PCR, il a été développé pour détecter la stérilité de salles blanches. Donc, pas du tout pour des dimensions diagnostiques. Ça, c'est le premier défaut. Une laborantine qui fait partie de notre rassemblement critique dit: dans ses examens, elle aurait loupé en indiquant que le PCR, il valait une caractéristique diagnostique. Alors, on a en fait affaire dans ces tests à des petits fragments génétiques qu'on attribue au virus, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que ces fragments peuvent se trouver également dans
d'autres virus ou même dans d'autres cellules. Par exemple, dans le papaya ou bien dans les oignons, on trouve aussi des fragments quand on fait le test, mais le test il devient positif. Et puis, nous parlons de ces réactions croisées qui sont un des problèmes du test PCR. Un deuxième problème, c'est que ces fragments sont trop petits, trop peu fréquents pour être visibles. Alors, il faut mettre en route un processus d'amplification. Ces amplifications, on appelle ça des cycles. Si on amplifie 25 fois, on commence à avoir une visibilité de cette petite séquence génétique ou bien de quelques séquences génétiques. Mais il y a un grand problème avec ces amplifications. Et puis ça, je vais vous montrer avec une petite feuille là. Vous voyez dessus que si on amplifie 25 fois, on parle de cycle. Si on l'amplifie 25 fois, on obtient 70% des positifs, on ne parle pas des négatifs, qui sont des vrais positifs, c'est-à-dire on peut cultiver le virus à partir de ces personnes qui sont supposées être atteintes par le virus. 30%, c'est des faux positifs. On ne parle que des positifs, pas des négatifs. Les négatifs sont négatifs. Si on amplifie 30 fois, donc 30 cycles, ça s'inverse. Il ne reste que 20% de vrais positifs, 80% de faux positifs. Et puis si on amplifie encore plus fortement à 35 cycles, il reste carrément 3% des positifs qui peuvent éventuellement être porteurs du virus. Et puis les autres 97% sont des faux positifs. Maintenant, il faut savoir qu'en Suisse, les laboratoires, ils opèrent avec 30 à 45 cycles. Et puis vous pouvez vous imaginer combien de pourcents à 45 cycles sont encore des vrais positifs. Ce genre d'analyse montre à quel point le test il est très relatif. Et puis, il y a d'autres problèmes avec ce test parce qu'avec ces positifs, on fait des malades. On les assimile à des malades, alors que ce n'est pas des malades pour 3 raisons. D'une part, c'est des malades parce que quelqu'un qui n'a pas de symptômes n'est pas du tout forcé, n'est pas malade du tout. Et puis, quelqu'un qui a des symptômes n'a peut-être pas le coronavirus. Et puis, s'il a des symptômes et le coronavirus, il est peut-être malade du coronavirus dans 3% des cas s'il a subi un test qui a été amplifié 35 fois. Alors, c'est une très très grande relativité, ce qui fait aussi partie de ces disproportionnalités et puis qui met en question la valeur du test d'une façon absolument fondamentale. Nous arrivons aux mesures qui sont consécutives à ces tests. Et puis, il y a une mesure qui est la distanciation. Là, de nouveau, une petite blague. Vous savez peut-être pourquoi l'ail est excellent dans le combat du coronavirus. C'est pas parce qu'il tue le coronavirus, c'est excellent parce que ça crée la distance. Et puis, vous trouvez d'autres mesures comme les masques. Les masques, les distances sont problématiques parce qu'il existe très peu de preuves scientifiques qui montrent que c'est efficace. Pour les masques, nous avons au contraire 40 études et plus qui montrent que les masques ne servent à rien. Vis-à-vis de ces études, nous avons quelques personnes qui ont un avis qu'ils appellent scientifique, comme quoi le masque, comme ils croient, sert à quelque chose. Et la présidente de la Confédération, Madame Sommaruga, elle utilise les masques à titre éducatif, dit-elle. Mais comment devons-nous comprendre ça, éducatif?
Nous avons besoin d'être éduqués comme des enfants. Nous avons besoin d'être éduqués à quoi? Sommes-nous éduqués peut-être à la soumission? Parce que l'utilisation du masque comme moyen de soumission est très bien connue. Pour protéger contre le virus, ça ne vaut rien. Alors, il y a la preuve de cette soumission qu'on trouve chez les islamistes qui utilisent la soumission des femmes avec les masques. On connaît la soumission dans les camps de Guantanamo où on a réussi à soumettre les détenus. Et puis Amnesty International décrit aussi l'utilisation des masques dans la charte de Biderman, des mesures de contrainte. Alors, est-ce que c'est ça à ce que Mme Sommaruga veut nous éduquer? Il y a aussi là une petite blague, parce que 9 mois après, et qui est le père de ce joli enfant? Et puis la mère, elle répond, je ne le sais pas, il a porté un masque. Les masques ont des effets secondaires, ça c'est sûr, s'ils ne protègent pas. Les effets secondaires sont physiques et nombreuses. Et puis en tant que médecin généraliste, je l'entends de partout. Des céphalées, des vertiges, des malaises qui vont jusqu'à l'évanouissement. J'ai connaissance d'une fille qui a dû être hospitalisée à cause d'un évanouissement. Des infections du visage, des infections bucco-dentaires et j'en passe. Des effets psychologiques, l'angoisse, la panique, un sentiment d'humiliation, des sentiments de dépression, de détresse, de désespoir, des pleurs par rapport à des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des abus, par exemple. Donc, les masques peuvent déclencher des effets graves. À ne pas parler de toutes les maladies préexistantes qui justifient en fait ce qui aboutit à mon conseil. Si vous avez un problème médical, faites-vous faire une attestation pour ne pas devoir porter ce masque qui ne sert pas à grand-chose. On passe au vaccin comme solution miracle. Werner Boxler en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a eu plusieurs questions par rapport à ce vaccin. Et puis j'ai eu l'occasion de lire la notice d'emballage du vaccin qui maintenant semble être divulguée en Angleterre à large échelle. Ce qui est déjà très particulier, c'est que c'est un vaccin qui a besoin d'un refroidissement entre moins 80 et moins 60 degrés. Donc, parlons un peu de climat, n'est-ce pas, entre parenthèses. Et puis, dégivré, il tient au maximum 5 jours dans une température jusqu'à 8 degrés. Après, il ne fonctionne plus. C'est un vaccin qui est basé sur du matériel génétique. Et ce matériel génétique, il est censé créer dans l'être humain une contre-réaction sous forme d'anticorps contre du matériel génétique. Seulement, si par hasard dans mon corps il y a le même matériel génétique et mon corps il développe des anticorps contre ce matériel génétique, je développe des auto-anticorps, donc des anticorps qui combattent ma propre substance à moi. Et puis, ça aboutit à une maladie auto-immunitaire. Et ça, c'est le très grand risque. Comme ça a été dit par Werner Boxler, on n'a aucune idée parce que les temps sont raccourcis, les temps d'expérience. On n'a pas du tout d'idée ce que les vaccins peuvent déclencher. Et puis, effectivement, l'humanité, elle est utilisée comme un cobaye pour voir qu'est-ce que ce vaccin peut donner. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est inefficace? Tous les effets secondaires, c'est simplement absolument invraisemblable ce que nous sommes en train d'expérimenter là.
Il faut en plus 2 doses à 21 jours d'intervalle. Et puis on dit aux femmes en âge de procréation de prendre en tout cas la pilule, parce que pendant les 2 mois qui suivent, donc ensemble pendant 3 mois, les bébés peuvent subir des dégâts au niveau de l'embryologie, et puis ce que ça fait au niveau du spermiogramme, on n'en parle pas, on n'en sait rien. C'est peut-être tout aussi important, tout aussi grave que pour les ovocytes féminines. Alors nous entrons dans une sorte d'enfer hypothétique et puis pas très bien défini, avec des maladies auto-immunitaires telles que la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, les vasculites, un lupus érythémateux, et j'en passe, tous des exemples de maladies auto-immunitaires qu'on risque d'obtenir. Et puis, mon conseil médical, ne vous faites pas vacciner. Donc, ne vous faites pas tester, ne vous faites pas vacciner, et puis, faites-vous donner un certificat médical si vous êtes en souffrance par rapport à un masque. La grippe, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la peur, c'est l'intimidité, c'est l'intimidation, c'est de rendre coupables les gens, de les rendre angoissés. Et puis ce qui est fatal, c'est que la peur, elle rend malade. Et puis elle rend malade votre système immunitaire. Et votre système immunitaire déficient à cause de la peur, il induit effectivement la maladie. Donc, avec cette politique de santé, qui est une politique de malade, vous allez tomber malade. Les recettes sont simples, c'est la joie, c'est de chanter, c'est de danser, c'est la confiance, c'est la confidence, mais ça n'intéresse pas beaucoup notre gouvernement. Je pense qu'ils aimeraient bien que vous soyez des consommateurs obéissants et ouverts, les bras ouverts, pour un vaccin que vous auriez bientôt, comme ils le disent. Alors, je sais que je vais mourir. Est-ce que c'est tellement grave? On parle maintenant beaucoup de la mort. C'est peut-être l'avantage de cette crise humanitaire, alors que la mort ne jouait pas un rôle si important. En Suisse, il y a 60 000 personnes par année qui meurent. Et puis, normalement, on s'en passait de savoir ça. Est-ce que c'est grave de mourir? Finalement, c'est ce qui m'attend. Et puis, c'est sûr, je vais mourir. Je vais prendre rien avec. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je vais trouver à travers la mort? Est-ce que je ne vais pas trouver, par exemple, tous ceux qui m'ont précédé, les amis que j'ai perdus, qui sont maintenant dans ce pays des morts, où je serai aussi un jour? La mort nous attend tous. Voyez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pourquoi pas vivre après la mort? Nous allons tous nous y retrouver. Que je meure d'une grippe, d'une pneumonie, d'un cancer, d'une cirrhose de foie. Ah voilà, encore une petite histoire par rapport à la cirrhose du foie. Un patient gravement malade était testé positif, se retrouve à l'hôpital et puis il souffre d'une cirrhose du foie. Quand il vient à sa mort, il prie instamment son médecin: s'il vous plaît, ne dites pas à ma famille que je suis mort d'une cirrhose de foie, donc de mon alcoolisme. Dites-lui que je suis mort du coronavirus. Et puis le médecin, il dit: pas de souci, n'ayez pas peur. Chez nous, tout le monde meurt du coronavirus. J'aimerais terminer maintenant avec une phrase adaptée par William Gladstone, un premier ministre britannique du 19e, qui l'a formulée la première fois. Cette phrase est déterminante pour cette période qu'il faut considérer comme une troisième guerre mondiale, une guerre vraiment mondiale contre l'humanité, l'humanisme
mondiale, cette guerre du corona. Et puis, il y a des réelles alternatives par rapport à cette guerre que William Gladstone il a formulées. Et puis, proche de ces paroles, je veux dire ça pour conclure, puisque le pouvoir de l'amour prédomine l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Je vous remercie pour votre attention. Alors, quelques questions auxquelles tu as d'une certaine manière déjà répondu, mais peut-être qu'on va quand même les aborder, tu pourras donner certains détails. Alors, par rapport aux effets secondaires du port du masque, tu en as parlé, il y avait une question plus précise qui disait, est-ce que des effets irréversibles, peuvent survenir avec le port du masque sur plusieurs heures d'affilée? Je ne peux pas répondre comme ça, sauf que on a porté à ma connaissance la mort de 3 enfants en Allemagne. C'est irréversible, en effet. En effet, c'est irréversible. En Suisse, je ne connais pas encore d'exemple, mais les enfants, ils ont très peu d'espace pour échanger l'air, l'oxygène. Ils ont un petit volume respiratoire. Et puis, chez l'adulte, c'est moins grave parce qu'il y a des volumes respiratoires plus grands dans ses poumons. Chez les enfants, les proportions sont différentes, les masques sont identiques. Alors, ça peut effectivement porter préjudice d'une façon irréversible à leur santé. Merci. Il y avait des questions par rapport au traitement du Covid, par rapport à l'emploi actuellement de l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous pouvez actuellement, en tant que médecin, utiliser ce traitement ou est-ce qu'il est toujours interdit? Je dois répondre en 2 termes. Pour moi, la question c'est, est-ce que cette grippe elle a besoin d'un traitement? Ça, c'est la première question. Parce que beaucoup de symptômes de cette grippe n'ont pas besoin du tout de traitement, sauf le traitement habituel de tous les grippes. Et puis, la chloroquine, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Les cas où ça a été utilisé ont été overdosés, les gens sont morts. Et puis, il y en a qui revendiquent ce traitement, et puis je pense qu'ils pourraient l'utiliser en Suisse. Mais c'est de loin pas ce qui me convainc le plus dans une situation critique. À la limite, la seule chose en laquelle je crois et que j'ai expérimenté dans un home pour personnes âgées où j'avais une petite épidémie, entre guillemets, c'était pas une épidémie par rapport à 2018, c'était rien, où j'ai utilisé 2 fois la cortisone avec un effet probablement aidant. D'accord. Donc il n'y a pas actuellement un traitement que vous recommanderiez par rapport au Covid, si ce n'est de le traiter comme une grippe habituelle? Oui, sauf les situations de complications. D'accord. Bien sûr. Qui sont spécifiques et puis à voir plutôt individuellement. À voir individuellement, c'est juste. Okay. Après, il y avait une question, quelqu'un qui aurait aimé connaître un peu plus précisément quels pouvaient être les risques et les effets secondaires du vaccin Covid. Mais justement, je pense, j'ai parlé de maladies auto-immunitaires, on parle aussi de situations génétiques, donc c'est pas clair si ce vaccin, qui est un vaccin ARN, donc du matériel génétique qui est de messager, qui traduit des informations en avant et en arrière pour interconnecter les structures cellulaires, contrairement à l'ADN qui est du matériel génétique qui définit plus des structures, l'ARN définit plutôt des processus. Et puisqu'on est dans un système de processus, on est dans une dynamique imprévisible. Et cette dynamique imprévisible pourrait influencer la génétique humaine.
Mais beaucoup plus risqué me paraît justement la maladie auto-immunitaire, que le corps il fasse des anticorps contre ce matériel génétique qui risque de lui ressembler à lui-même, et donc il crée une sorte de contre-attaque vis-à-vis de soi. D'accord. Merci. Il y a une question par rapport à la situation dans les hôpitaux. On en a beaucoup entendu dernièrement dans les médias traditionnels qui dramatisaient beaucoup la situation. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'il en est, surtout en comparaison aux autres années? Est-ce qu'il y a vraiment eu une situation alarmante? C'est une question très intéressante parce qu'on peut comparer là aussi les grippes des années antérieures. Et puis, on trouve pratiquement mot pour mot les mêmes expressions. Les soins intensifs sont débordés, les hôpitaux arrivent à leurs limites, le personnel soignant, il est proche du burn-out ou bien on n'en a pas assez. On trouve ça systématiquement, tous les quelques années, on trouve les mêmes informations dans la presse. Et puis, il faut comparer là aussi les statistiques. Il y a des statistiques contradictoires en Suisse, des statistiques qui disent que les hôpitaux sont pleins, et puis d'autres qui montrent combien de lits il y a à disposition dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, au même moment. Donc, cette panique que la presse et puis les médias tirent des informations, ils les tirent d'une information partielle. Ils créent en quelque sorte une pandémie sur la base d'informations incomplètes, et puis ça c'est divulgué. On parle par exemple jamais combien de patients sont guéris, ou combien de personnes sont sorties de l'hôpital, ou combien de places sont libérées dans les soins intensifs. On ne parle pas non plus des naissances. On ne parle jamais des naissances. Il y a aussi 60 000 naissances en Suisse, pas seulement 60 000 morts. Donc la presse elle a une tendance importante de divulguer seulement les choses négatives qui créent un niveau d'adrénaline permanent pour maintenir la panique dans la population. D'accord, donc la situation dans les hôpitaux n'est pas plus préoccupante que les autres années à la même période en fait. Selon certaines statistiques, pas. D'accord. Ensuite, il y avait une question aussi qui concernait la fameuse deuxième vague dont on nous a beaucoup parlé. Est-ce qu'elle a existé factuellement ou c'est une deuxième vague de cas? Dans mon cabinet, il n'y a pas eu de deuxième vague. Et puis, la deuxième vague, à mon avis, est une construction sur la base de tests. C'est une deuxième vague de tests parce qu'on a testé beaucoup plus de personnes. Et puis, avec ces beaucoup plus de personnes, on avait beaucoup plus de tests positifs. Avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la relativité des tests. Parce que dans la presse, dans la communication des instances fédéraux, on trouve toujours positif est égal malade. Ce qui n'est pas vrai. Mais avec ça, on peut construire une deuxième vague. On peut construire une troisième vague, une quatrième, une cinquième. On peut construire des vagues autant qu'on veut. Avant, une fois par année, on parlait de la vague de la grippe. Aujourd'hui, on parle de la première, deuxième, troisième vague du coronavirus. C'est juste une autre terminologie. Mais cette deuxième vague, à mon avis, c'est une construction statistique sur la base de tests et pas sur la base de malades. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir par rapport aux tests, une question, est-ce qu'il y aurait d'autres tests possibles pour le corona qui seraient plus fiables? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont pratiqués? Pourquoi est-ce qu'on ne les pratique pas? Mais on pratique maintenant ces tests rapides, qui sont des tests antigéniques. Et puis, ce sont des tests qui sont considérés comme moins fiables que les tests PCR, alors que les tests PCR sont déjà pas très fiables. Et puis, il existe ce qu'on appelle la culture du virus dans le sang. On pourrait, semble-t-il, qu'on peut cultiver des virus, ce qui est aussi douteux parce que les virus sont des
des entités en fait qu'on imagine complets, mais l'analyse détaillée de tout leur génome est une chose pratiquement infaisable et, selon le dire de certains virologues, impossible. Alors que cette entité complète génétique du virus qu'on prétend cultiver est la culture de certains éléments qu'on considère être un entier en mettant les éléments ensemble, mais les éléments sont pas sans lacune. Ça veut dire qu'en fait actuellement il n'y a pas vraiment un test fiable qui existe pour détecter la présence du corona. Non, je pense que non. Je pense qu'il y a une partie d'erreur qui est importante. D'accord, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Alors, pour les questions plus juridiques, on a avec nous ce soir Yuri Widmer, avocat à l'UTRI. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Donc finalement, comme on ne peut pas compter sur le premier ni le deuxième pouvoir, ni sur le quatrième, la question c'est est-ce qu'on peut compter sur le troisième, donc c'est sur la justice. Werner nous a parlé tout à l'heure de la loi sur les épidémies, qui effectivement est entrée en vigueur il y a quelques années en Suisse, qui est la base juridique aujourd'hui qui a donné naissance à la loi Covid-19. La loi sur les épidémies, je vous laisse aller lire le message du Conseil fédéral qui date de 2011. Alors forcément, ce n'est pas une lecture extrêmement intéressante, mais ça donne quand même un aperçu assez parlant de la situation. La loi sur les épidémies définit deux situations différentes. On a la situation extraordinaire, qui est la situation que l'on a connue au printemps, et la situation particulière que l'on connaît actuellement. Si vous regardez dans la définition exacte de ces situations, il y a une espèce de flou artistique en lien avec ces définitions pour savoir comment est-ce qu'on peut définir de telles situations, qu'elles soient extraordinaires ou particulières. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, dans ces deux situations, le Conseil fédéral peut prendre la main, et finalement on a l'exécutif qui prend la place du législatif, mais ça tout le monde l'a compris, et c'est ce qui a amené ces fameuses lois Covid-19. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en Suisse, on a ce qu'on appelle la Constitution fédérale, qui définit des droits absolument fondamentaux, qui peuvent effectivement être restreints. Et encore, certains, pour ma part, et pour la majorité des auteurs, considèrent que certains droits fondamentaux, mais j'y reviendrai après, ne peuvent absolument pas faire l'objet de restrictions. Toute restriction à des droits fondamentaux est consacrée par l'article 36 de notre Constitution fédérale. Il faut 3 conditions qui sont cumulatives, en ce sens qu'il faut une base légale, il faut un intérêt public, et il faut que cette restriction aux droits fondamentaux soit proportionnée par rapport au but visé. Alors par rapport à la base légale, oui, on l'a, effectivement, c'est cette loi sur les épidémies. On pourrait essayer de chipoter, mais je ne pense pas que ce soit là le cheval de bataille principal. L'intérêt public que l'on met aujourd'hui en avant, c'est celui effectivement de la santé publique, pour garantir, dans le cadre du principe de précaution, la sécurité de la population en lien avec cette épidémie. Moi, j'appelle pas ça une pandémie, mais j'appelle ça une épidémie de Covid-19. Et puis surtout, le principe fondamental sur lequel aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas restreindre les droits fondamentaux, c'est la proportionnalité au but visé. Et là, j'y reviendrai par la suite. Alors, quels sont les droits fondamentaux aujourd'hui que on peut dire ce terme, mais que l'on piétine aisément et allègrement en Suisse? Alors pour moi, c'est l'article 10 de la Constitution, qui est le droit à la vie et aux libertés personnelles, à l'intégrité physique et psychologique et à la liberté de mouvement. Finalement, aujourd'hui, on a un gros problème par rapport à cet article 10. L'article 10, il fait directement et strictement référence à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la vie, au sens strict du terme, qui est un droit absolument fondamental que l'on ne peut, sous aucun espèce de prétexte, restreindre. Il y a également l'article 11, qui est aujourd'hui, pour ma part, je le considère être totalement restreint et bafoué. L'article 11 qui est la protection des enfants et des jeunes,
je crois qu'on est aujourd'hui en train de sacrifier une génération sur l'autel de cette obligation de port de masque, comme l'a dit avant le docteur Regenbach. On a effectivement le problème de la restriction de la liberté économique, parce qu'on a des secteurs de l'économie entière qui sont aujourd'hui en grave danger de survie économique. Et on a un article, j'en parlerai plus tard par rapport à des catégories de la population, par rapport aux droits de catégorie de la population, qui est, je remonte d'un cran au niveau législatif, donc je repasse là dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 3 qui est l'interdiction de la torture. Mais pas seulement, parce que d'abord on a c'est ça, il s'appelle comme ça, mais c'est surtout l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Et là, par rapport à une catégorie de la population, je pense notamment aux personnes qui sont actuellement dans les EMS, on pourrait effectivement tomber dans des traitements inhumains ou dégradants, comment ces personnes sont traitées. Voilà par rapport aux bases légales qui s'appliquent et aux restrictions aux droits fondamentaux que l'on vit actuellement toute la journée en Suisse. Par rapport à la disproportion, parce que c'est ça l'angle d'attaque pour moi qui est très important, c'est que je pars du principe, et je considère en tant qu'avocat qu'il y a une disproportion crasse entre finalement les mesures qui sont imposées quotidiennement à la population et le but que l'on vise. Mais finalement, quel but est-ce que l'on vise aujourd'hui? Parce que ça, on ne sait pas. On vise, je prends l'exemple du canton de Genève avec la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, on vise une diminution des cas. On vise une diminution des cas pour autoriser, par exemple, en espèce, la réouverture des établissements de restauration. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une diminution des cas? Le docteur Regenbach l'a dit avant, ça ne veut rien dire du tout. C'est une diminution, on ne parle pas de malades, on ne parle pas de personnes qui sont à l'hôpital, on parle juste d'une diminution des cas. Et on est en train de restreindre les droits fondamentaux de toute une partie de la population, l'espèce de la liberté économique, au motif qu'on doit diminuer les cas de contamination au Covid-19. Aujourd'hui, on a une volonté politique, on l'a vu encore à la dernière session, à la session actuelle au Parlement, de punir de plus en plus fort les différents récalcitrants aux mesures sanitaires disproportionnées qui sont imposées. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ne pas porter un masque facial pour une personne qui ne dispose pas d'un certificat médical, mais je reviendrai sur cette problématique plus tard, n'est pas punissable d'une amende d'ordre, parce que cette infraction-là ne figure pas dans la catégorie de la loi, en fait, donc sur le catalogue, si vous voulez, de la loi sur les amendes d'ordre, la LAO, qui contient, par exemple, typiquement, lorsque vous grillez un feu rouge, c'est 250 francs d'amende. Mais il n'y a pas une ligne qui dit non-port de masque dans une zone obligatoire. Ça n'existe pas. Donc comment est-ce que l'on fait finalement pour quand même infliger des amendes aux personnes qui ne portent pas le masque? Alors on va aller à l'article 40 de la loi sur les épidémies. L'article 40 de la loi sur les épidémies qui dit qu'on peut prononcer une interdiction totale ou partielle des manifestations. On peut fermer des écoles, on peut fermer des institutions publiques, on peut même fermer finalement des entreprises privées. Et surtout, on peut interdire ou limiter l'accès, l'entrée ou la sortie de certains lieux. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est que cet article 40-là, qui renvoie à l'article 83 de la LEP, la lettre J de l'article 83, qui dit en fait qu'une personne qui contrevient à des mesures visant la population s'expose à une contravention, donc à une amende. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à appliquer une amende à une personne qui ne porte pas le masque facial dans un endroit où ce masque est déclaré obligatoire. Alors par exemple, moi je parle dans le canton de Vaud parce que je suis dans le canton de Vaud, c'est des amendes qui sont traitées par la préfecture. Et alors là, j'ai assez peu de cas aujourd'hui pratiques à proposer, mais je sais que des confrères suisses alémaniques ont fait des recherches juridiques très approfondies, qui sont très intéressantes, pour venir dire qu'en fait, il n'y a pas de base légale suffisante au niveau du code pénal pour venir infliger de telles amendes. Mais je suis convaincu que malheureusement, un tel jugement ne pourra pas intervenir ni en première ni même en deuxième instance, mais il faudrait pousser le vice, ou finalement, il faudrait pousser l'exemple jusqu'au tribunal fédéral pour voir si ça tient la route. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de cas
qui soient montés si haut dans la hiérarchie judiciaire en Suisse. Donc finalement, c'est une sorte d'expérimentation judiciaire que l'on doit faire, nous en tant qu'avocats et juristes qui sommes sensibles à la situation. Toujours par rapport au masque. Par rapport au masque, on l'a vu, l'ordonnance Covid-19 actuellement en vigueur du Conseil fédéral n'impose pas le port du masque aux enfants de moins de 12 ans et à des personnes qui ne peuvent pas en porter pour des raisons particulières, notamment médicales. Et c'est là où je rencontre dans ma pratique quasiment quotidienne un certain nombre de problématiques avec des gens qui ont des certificats médicaux, parfaitement valables et qui les autorisent à ne pas porter de masque pour des raisons médicales. Mais forcément, le côté médical, c'est quelque chose de très intime. On n'a pas forcément envie de dire pour quelles raisons on ne peut pas porter de masque. Ça peut être pour des raisons physiques, ça peut être pour des raisons psychologiques. Ça peut être pour des enfants ou des adolescents de plus de 12 ans qui doivent porter le masque à l'école, ou ça peut être finalement pour des adultes. Et là, je pense qu'on a un gros problème au niveau de la stigmatisation de personnes qui se voient refuser l'accès à certains lieux publics alors que ces personnes disposent d'un certificat médical et qu'elles devraient avoir accès. Dans la majorité des cas, ces personnes, après discussion avec le gérant d'un magasin ou finalement avec le propriétaire d'un garage ou ce genre de choses, se voient accorder l'autorisation de rentrer. Mais j'ai des cas où effectivement les gens vont jusqu'à appeler la police, qui des fois, en voyant le certificat médical, disent effectivement cette personne a le droit de rentrer à cet endroit, a le droit de participer par exemple à une audience au tribunal sans avoir de masque, a le droit d'aller à l'école sans port de masque. Le contraire viendrait à stigmatiser l'étudiant, viendrait à stigmatiser le malade de manière très problématique, de la même chose finalement où on dirait « je refuse l'accès à mon commerce à toutes les personnes qui ont les cheveux blonds ». C'est totalement arbitraire et ça ne repose sur aucune espèce de base légale applicable. Et là, on a vraiment mis comme exception que les personnes qui ont un problème médical et qui ont un certificat médical, ils peuvent ne pas porter de masque facial. J'ai entendu des cas d'étudiants à Genève qui se voient menacés de sanctions s'ils ne vont pas avec le masque suivre les cours alors qu'ils ont un certificat médical. Si l'adolescent prend et met son masque facial, il y a un risque non négligeable qui est une atteinte à son intégrité, tant physique que psychologique. Donc finalement, en agissant de la sorte, que ce soit finalement le directeur d'école, mais le directeur d'école, qui est-ce ? C'est une personne qui travaille pour l'État, c'est un fonctionnaire. Donc l'État va prendre un risque de créer un dommage, tant physique que psychologique, sur cette personne-là. Et si après, avec l'aide d'un médecin, il y a un lien de causalité évident qui peut être créé, qui peut être construit entre l'obligation d'aller avec un masque dans un endroit et une péjoration de l'état de santé, il va y avoir une responsabilité de l'État qui peut être construite. Aujourd'hui, les personnes qui ont un handicap physique ou psychologique et qui doivent pas porter de masque, doivent être absolument respectées au sens strict du terme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, et avec un risque aussi très important de discrimination, de stigmatisation de ce genre de personnes que l'on met, par exemple, pour des enseignants, que l'on met à la maison en télétravail ou finalement en congé payé, en disant non, vous ne pouvez plus enseigner. Alors qu'il n'y a pas de justification d'arrêt maladie. Elle est en parfaite santé, mais elle a un handicap qui ne lui permet pas de porter le masque. Et ça, c'est aussi des choses qui n'ont pas été mises en pratique dans le cadre du judiciaire parce qu'on n'est pas arrivé jusque dans les tribunaux pour l'instant par rapport à ce port du masque. J'ai beaucoup eu aussi de questions en lien avec ces fameux tests PCR. Alors, le médecin en a parlé avant de manière très intéressante. Le test PCR, c'est un acte médical. C'est un acte médical qui peut être relativement invasif, vu qu'on vous plante un coton relativement loin dans le nez. Et tout acte médical va finalement devoir implique le consentement éclairé du patient. Le consentement, il peut être oral, et puis au final, quand on a des grandes opérations que l'on doit subir, on le fait par écrit,
c'est plus pour une question de décharge vis-à-vis du médecin qu'autre chose. Par rapport à cette problématique-là, tout individu est en droit de refuser un test PCR. Il a le droit de ne pas donner son consentement éclairé. Alors, si c'est par exemple sans dommage aucun après, il n'y aura pas, au niveau de la balance bénéfice-risque, il n'y aura rien du tout. Mais si par exemple on vous dit, vous devez faire un test PCR pour que je vous prenne en charge d'un point de vue médical, à partir du principe qu'une personne doit subir une opération, où il y a une fracture ouverte, ou finalement elle est enceinte, elle doit avoir un suivi de sa grossesse, à ce moment-là on peut avoir un gros problème. On peut avoir un gros problème parce qu'il y a un refus de soins de la part du médecin, qui peut aussi basculer dans le judiciaire, et je dirais même dans le côté pénal de la situation. Il en va de même par rapport au vaccin dont on a parlé, dont je ne connais rien, je ne peux pas parler, mais effectivement, là aussi, il faut le consentement éclairé du patient, même si, selon la loi sur les épidémies, le Conseil fédéral peut effectivement rendre obligatoire le vaccin pour une certaine catégorie de population. Donc là, on nous parle de personnes à risque, on nous parle de personnel soignant, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut le consentement éclairé de chaque individu à subir un acte médical. Pour moi, c'est un pilier absolu du droit médical, le pilier absolu finalement d'un état de droit. En Suisse, on est encore dans un état de droit. En tout cas, je l'espère vivement. Voilà par rapport au droit. Mais j'avais juste peut-être une dernière piste parce que il y a un article dans le Code pénal qui pourrait être relativement intéressant à aller gratter. Alors, je dois bien vous avouer que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est l'article 258 du Code pénal qui punit celui qui aura porté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété, d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Et finalement, on peut se poser la question de savoir si là, on n'est pas en train d'alarmer la population de façon quotidienne, de la part des gouvernements et des médias aussi, effectivement d'une menace pour leur santé. Toute une partie de la population ne risquerait rien, ou en tout cas n'a pas tellement de risques par rapport à ce Covid-19. Donc c'est une piste à évoquer. Et puis peut-être je finis juste par là. Il y a une catégorie de la population dont on parle peut-être un peu moins, parce qu'on parle plus des enfants, mais on parle moins des personnes qui sont en IMS. On parle moins de nos vieux, entre guillemets, qui eux subissent des traitements qui sont totalement inhumains, alors que l'on sait que le contact social pour ce genre de catégorie de personnes est extrêmement important, et on les prive de contacts sociaux. On les isole même dans leur chambre lorsque la famille veut les prendre pour les repas de Noël, parce qu'on va gentiment arriver à Noël. On leur dit, si vous prenez vos aînés chez vous, ils devront subir des quarantaines de 10 jours en revenant. Il y a des aides-soignants qui sont habillés de pied en cap avec du plastique, avec des masques. Et pour moi, là, on pourrait construire une violation de l'article 3 de la CEDH de comportements, des traitements dégradants et inhumain. Voilà, mais on est dans les balbutiements au niveau judiciaire actuellement en Suisse. Il y a des amendes qui ont été distribuées, mais actuellement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jurisprudence. Il y a eu un tout petit peu de jurisprudence en matière de droit administratif, notamment à Genève, en matière de fermeture des établissements de restauration et d'apposition de scellés, avec un jugement où finalement l'enquête, entre guillemets, il n'y a pas eu d'enquête, mais la descente de police a été jugée disproportionnée par rapport à la situation réelle, et le restaurant a pu réouvrir, finalement on a restitué l'effet suspensif au recours en termes juridiques, mais il n'y a pas sinon de jurisprudence du tribunal fédéral. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rebondirai par rapport à... Vous avez parlé justement des tests PCR que tout individu pouvait refuser. Et là, il y a une question d'une personne qui demande s'il peut quand même être imposé par l'employeur sous peine de licenciement. Alors, pas sous peine de licenciement, pour moi, ça ne tiendrait pas la route. Par contre, le risque que prend la personne qui refuse un test PCR, c'est de faire une quarantaine pendant 10 jours. Puis lorsqu'il est effectivement, je crois qu'il faut attendre 48 heures, mais ça c'est juste 48 heures après la fin des symptômes, revenir. Effectivement, on peut considérer qu'il est de nouveau négatif. Mais le licenciement, déjà il faudrait un licenciement immédiat
il faudrait une faute grave. Pour moi, c'est pas une faute grave. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait justifier un licenciement là-dessus. J'ai pas de cas non plus, je ne connais pas de cas de licenciement suite à un refus de test PCR. D'accord, merci. Justement, par rapport aux mises en quarantaine, là, il y avait une question d'une personne donc, qui n'est pas dans le canton de Fribourg, mais qui a reçu une lettre suite à une demande de mise en quarantaine spontanée, que si elle ne se soumettait pas à la mise en quarantaine, elle y serait contrainte par force, et si nécessaire, la quarantaine se passerait en institution. Alors ça, j'ai entendu, j'ai vu manifestement, c'est des courriers genevois. Je crois que ça existe en Valais aussi. En Valais, ok. Ouais. Où finalement... Mais je vois pas comment est-ce qu'on pourrait priver une personne de sa liberté au motif qu'elle ne fait pas sa quarantaine, alors qu'on lui inflige une amende au sens de la loi sur les épidémies, oui. Après, qu'on la force, non, pour moi, ce serait une détention administrative non autorisée, et puis je peine à voir la base légale. Peut-être qu'elle existe, mais je la connais pas, en tout cas. D'accord, merci. Il y a une question par rapport à l'interdiction de certains traitements médicaux. Est-ce que ça n'est pas en violation de la déclaration d'Helsinki, article 37? Question très précise. Je ne connais pas la déclaration d'Helsinki, je suis navré. D'accord. Mais c'est vrai que le principe de base en matière de droit médical, et ça le docteur Genvar me contredira s'il n'est pas d'accord, c'est quand même la liberté de prescrire. C'est-à-dire que chaque médecin prescrit le médicament ou la médication, le traitement thérapeutique qu'il juge opportun pour ses patients. Après, si le médecin se trompe, ça devient une question de responsabilité civile du médecin. Après, c'est vrai qu'on a vu passer des interdictions de certains hôpitaux publics qui interdisent à des employés, à des médecins employés ou des médecins affiliés à ces hôpitaux publics de prescrire notamment l'hydroxychloroquine. Et puis là, c'est aussi toujours une question de responsabilité civile, parce que le médecin employé travaille sous la RC de l'hôpital public, mais s'il avait une RC privée, du coup il prescrit l'hydroxychloroquine de son propre chef, de sa propre responsabilité, et il prend lui-même la responsabilité de la prescrire. C'est plutôt une question de responsabilité civile que d'interdiction de prescription. D'accord, merci. Par rapport au port du masque, par exemple dans les magasins, est-ce qu'on peut vraiment interdire à une personne de rentrer dans un magasin et de faire ses courses si elle n'a pas un masque? Après, c'est pas précisé si elle a une attestation médicale. On peut effectivement lui interdire l'accès, mais si elle a une attestation médicale, lui dispense de port du masque, non, on ne peut pas lui interdire l'accès. Non, parce qu'on tombe là directement dans la stigmatisation, en fait. D'accord. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, exactement. Ouais. Après, il y a une question aussi assez précise, savoir si en Suisse, certains avocats sont en lien avec l'avocat allemand Rainer Fulmich. Alors, je sais que les avocats en Suisse alémanique, de ce qu'ils m'ont dit, ils étaient en contact avec lui. Comme moi, je suis en contact avec l'avocat Carlo Brusa en France. D'accord. Qui a fondé Réaction 19, en fait. Voilà. Chaque pays a ses... Mais Fulmich, il a effectivement, je crois, fait une plainte pour crime contre l'humanité. Mais en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle le class action, ce que nous, on ne connaît pas en Suisse. Aux États-Unis, ils ont aussi, c'est-à-dire la possibilité de faire des actions groupées de la part du citoyen. Ce que nous, en droit suisse, on ne connaît absolument pas. C'était typiquement le Dieselgate avec Volkswagen, ils ont fait ça avec Fulmich. Donc c'est une action qui n'est pas possible. En droit suisse, c'est pas possible, non. D'accord. Je contrôle. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai une question. Je peux? Qu'est-ce que le droit de recours, la voie de recours quand on reçoit un coup d'appel disant qu'on est en quarantaine? Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, déjà, est-ce que j'ai le droit de savoir sur combien de cycles d'amplification ce test a été fait? Quelle est la marge de manœuvre, la marge d'erreur?
Et puis, après coup, est-ce que ça peut avoir un effet suspensif si je fais recours contre ça? Et déjà, est-ce que ça doit être notifié par écrit? Alors, une décision pour que tu puisses faire recours, il faudra déjà avoir une décision écrite, donc elle doit être notifiée. Après, effectivement, tu as un délai de recours. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux Alors, faire? à mon avis, le problème du recours, c'est que dans un cas comme ça, ils ont enlevé l'effet suspensif. Donc, si tu veux faire recours, il faudrait faire recours en demandant la restitution de l'effet suspensif. Après, par rapport au CT, au cycle d'amplification, en tant que patient, évidemment, tu as le droit d'avoir accès à ça, à cette information-là. Mais après, il faut voir où est-ce que tu as fait ce test. Si tu as un médecin chez qui tu as fait le test, alors ce serait le médecin d'aller finalement interpeller le laboratoire en disant voilà, j'aimerais savoir, mon patient veut savoir, c'est l'accès au corps médical. Mais ça, peut-être le docteur Genbach, il peut beaucoup mieux répondre que moi. Merci pour la question. Donc, mon laboratoire qui fait les tests indique d'office combien de cycles sont faits pour chacun des 3 séquences géniques. Okay. Mais j'ai entendu de mes collègues que c'était un secret d'entreprise. Par exemple, j'ai entendu ça par rapport au test de Hoffmann-La Roche, qu'on ne communiquait pas le nombre de cycles, que c'était contraire à la pratique, à la politique de l'entreprise. Ce qui, à mon avis, résonne très problématique. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. On a fait le tour. Je n'ai pas été trop mauvais. Non, je crois qu'on est parfait dans le timing. Alors, merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.